Donc, cette conférence, elle est consacrée, bien sûr, à mer et océan. Quel rôle pour l'Union européenne? C'est une initiative de l'Université populaire européenne de Grenoble. Nous sommes accueillis par la Maison de l'International, bien évidemment, et puis par Europe Direct, Isère Savoie, le président de la section Isère du mouvement européen est là, et les jeunes européens sont là aussi, et c'est tout à fait, et c'est eux qui vont ensuite animer le débat. Pour ceux qui ne connaissent pas l'UPEG, j'évoque, c'est une association d'éducation populaire sur les sujets européens qui fonctionne maintenant depuis 19 ans. L'année prochaine, on va fêter nos 20 ans de l'UPEG et on a organisé de nombreuses conférences, à peu près 180 conférences. Sur notre site, vous avez beaucoup d'informations à votre disposition, les conférences bien évidemment, mais vous avez aussi les notes de lecture sur les sujets européens. Vous avez à peu près 45 mini-cours sur le droit de l'Union européenne et toutes ces facettes d'une certaine manière. Et puis, il y a aussi une émission hebdomadaire de radio, RCF Isère, qui s'appelle le quart d'heure européen, toutes les semaines, une émission sur RCF Isère. Voilà, c'est l'UPEC qui fait tout cela. Alors, pour cette nouvelle conférence, nous allons nous entretenir en présentiel, bien sûr, avec Madame le professeur Annie Gudenec. Fudenek. C'est breton, pas facile à Gudenec, prononcer. oui, d'accord. Et puis avec Vincent Bière, qui est à distance aussi. Alors, une petite présentation. Annie Gudenec est professeure émérite de droit public. Elle est chercheuse au Centre de droit et d'économie de la mer de l'Université de Bretagne occidentale. Elle connaît très bien ces sujets, les questions relatives au droit de la mer. Elle a fait sa thèse d'ailleurs sur le droit, sur la politique européenne des pêches. Mhm. Elle a enseigné le droit européen de la mer dans le cadre du master qu'elle a dirigé, master consacré au droit des espaces et des activités maritimes. Elle a été titulaire d'une chaire européenne Jean Monnet en droit européen de la mer. Elle publie et a publié beaucoup d'ouvrages et d'articles sur les sujets consacrés au droit européen de la mer. Et elle réalise toujours une chronique dans la revue de l'Union européenne, une chronique maritime. Vincent Guerre qui est à distance, lui, bien évidemment, et j'espère que le son va bien fonctionner pour dialoguer. Il est directeur au sein de l'Association européenne des chantiers navals et équipementiers maritimes en Europe. Il a déjà un très long parcours européen. Il a été de 2010 à 2017 assistant parlementaire au Parlement européen auprès du président de la commission parlementaire de la pêche. De 2000 de 2007, je crois, de 2007 à 2023, il a été aussi en poste à la Commission européenne, à la Direction régionale des affaires maritimes et de la pêche, bien sûr. Il avait la charge du Fonds européen des affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture. Il ne faut pas oublier qu'il est diplômé, bien sûr, de Sciences Po Grenoble, et c'est important à rappeler, en 2009, dans le cadre du master gouvernance européenne, master que je connais bien, parce que j'ai créé ce master à Sciences Po Grenoble. Et il a été, je crois que c'est important de le rappeler, il a été le fondateur et le président des Jeunes Européens de 2007 à 2009. Il intervient très régulièrement à Sciences Po Grenoble depuis près de 10 ans maintenant. Et je crois que c'est important à rappeler. Il est aussi membre du conseil d'administration de l'association représentant les lobbyistes européens. Et il publie sur des newsletters sur LinkedIn, sur son roman satirique sur l'Union européenne. Donc, allez voir aussi ce qui plaît. Alors, j'ai préparé quelques mots, mais je ne vais pas être très très long, quelques mots sur le sujet avant l'introduction de la discussion avec nos deux spécialistes. L'Union européenne a une compétence exclusive, c'est connu, pour la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique euh, commune de la pêche. Elle a des compétences aussi sur les mers et les océans. Et notre conférence se tient à un moment très opportun puisque s'est déroulée la troisième conférence des Nations Unies sur la mer, et je crois que c'est important, sur l'océan, pardon, sur l'océan, qui s'est tenue à Nice en juin dernier dans le cadre du contexte international marqué par effectivement une urgence climatique. Et puis, le 30 septembre, il y a eu le neuvième rapport de la Commission sur l'état de l'océan, un rapport qu'on trouve très facilement sur les sites de l'Union européenne, bien évidemment, qui vient juste d'être publié par le service de surveillance
du milieu marin de Copernicus. D'après le droit de la mer, la zone exclusive, économique exclusive, la ZEE, de l'Europe est un espace maritime dans lequel un État côtier membre de l'Union européenne exerce des droits souverains et économiques en matière d'exploitation des ressources naturelles. Cette zone représente aujourd'hui une surface de 19 millions de kilomètres carrés, ce n'est pas tout à fait négligeable, et la France est la deuxième zone maritime de la planète, la deuxième zone maritime de la planète, une superficie de 10 millions de kilomètres carrés. C'est tout à fait considérable, bien évidemment. Et ça donne beaucoup de responsabilités à la France aussi, bien évidemment. Alors, c'est vrai, je ne vais pas faire la conférence, mais au fond, il y a toute une série de sujets qui sont essentiels. C'est préserver la biodiversité marine et la santé des eaux. La Commission, d'ailleurs, européenne dispose d'un commissaire en charge de la pêche et des océans, pas l'oublier. La Commission a développé en 2025 un projet de pacte européen pour les océans et pour 2027 une loi sur les océans. Je crois que c'est important de rappeler tout cela. Il faut se préoccuper de lutter contre les déchets plastiques, malheureusement, qui envahissent nos océans de manière très large. Elle s'est d'ailleurs dotée d'une directive sur les plastiques à usage unique. Elle régule les quantités maximales de la pêche. Elle entend aussi décarboner le transport maritime et garantir la sûreté. Je passe la parole éventuellement aux jeunes Européens et peut-être on écoute d'abord la conférencière avant que vous interveniez, ça serait peut-être bien. Alors, on va d'abord vous écouter, bien évidemment, Merci. chers collègues. Merci. Merci beaucoup. Avant tout, je voulais vous dire que je suis très heureuse d'être ici à Grenoble pour parler de l'Europe. Donc, un grand merci aux organisateurs hein, de cette conférence. Et puis, voilà, juste dans un cadre européen visiblement très, très fort et très riche depuis, vous me disiez, une vingtaine d'années. Donc, Bientôt, bientôt. je suis très heureuse de participer à cette dynamique européenne à Grenoble. Alors d'y participer pour vous parler de l'océan. Alors on est loin de l'océan, mais bon, il y a quand même un fleuve pas loin d'ici, et tous les fleuves mènent à la mer. Alors je me dis que voilà, vous êtes concernés par les questions de l'océan, visiblement, si je suis avec vous aujourd'hui. Alors je vais passer je vais mettre mon diapo. Alors je ne sais pas comment faire pour passer le diapo. Ah, Mais Katia est là, donc ça va ah marcher. oui, on est sauvé. Voilà, Voilà. bien. L'enregistrement. Ah, pour l'enregistrement, il faut que je m'assoie. Alors, je m'assois. Faut qu'on voit votre tête. D'accord, Quand oui, même. d'accord. Merci. Alors, je suis avec vous aujourd'hui donc, pour vous parler de l'Union européenne dans la gestion internationale des mers et des océans. Alors, avant cela, peut-être un petit mot quand même pour vous préciser d'où je suis. Alors, je suis effectivement chercheur dans un centre de recherche qui se situe à Brest, le centre de recherche AMUR, Centre de droit et d'économie de la mer. Alors, c'est un centre de recherche multidisciplinaire. Nous sommes des juristes, des économistes, mais nous avons aussi une sociologue, anthropologue dans notre centre qui réunit près d'une centaine de chercheurs donc, dédiés aux sciences sociales de la mer. Euh, Notre centre de recherche a pour thématique principale l'évaluation des politiques publiques dans le domaine des activités maritimes. Et nous menons donc des activités de recherche en la matière, de formation aussi, puisque nous avons plusieurs masters qui sont adossés à notre centre de recherche. Et nous avons aussi une activité d'appui aux politiques publiques. Nous sommes régulièrement consultés par les institutions publiques pour donner notre avis, notre position sur tel ou tel projet de réglementation, par exemple. Alors, ceci étant dit, voilà, on est là ensemble pour parler de l'océan aujourd'hui. Alors, peut-être un petit mot pour vous préciser, pour rappeler quand même l'importance de l'océan. L'océan couvre donc près de 71% de la surface de la Terre. Hein. C'est pas pour rien que nous parlons de la planète bleue quand on parle de la Terre. L'océan, il est au cœur de questions d'envergure planétaire. On le sait bien, il joue un rôle majeur dans la régulation du climat. Il absorbe quelques 30% du carbone émis par l'homme.
Il recèle quelques 95% de la biosphère, donc ce n'est pas rien. Il ne faut pas oublier non plus hein, que la moitié de l'oxygène que nous respirons provient directement des océans. Donc l'océan a un rôle majeur pour notre vie, tout simplement. L'océan, il recèle aussi un grand potentiel de richesse, de croissance économique, d'innovation. Plus de 3 milliards de personnes aujourd'hui utilisent les océans ou l'océan, puisque finalement l'océan c'est un tout, pour leur subsistance. Et l'océan est source de protéines pour près de 20% de- des hommes et des femmes de cette planète. Donc l'océan nourricier, l'océan a une voie de circulation aussi fondamentale pour nous. À 90% du commerce international est basé sur la mer et se fait par la voie maritime. Alors, dans ce contexte d'importance de l'océan, quel est le rôle? Je ne vois pas. Quel est le rôle de l'Union européenne? Alors, l'Union européenne est bien sûr concernée par l'océan. Une grande partie de ses 27 États membres a des côtes et l'océan borde ces côtes puisque l'Union européenne, c'est 70 000 kilomètres de côtes. Donc, ce n'est pas rien, bien évidemment. L'Union européenne gère la plus grande zone maritime collective du monde, hein, vous l'avez dit, avec euh, plus de 20 millions de kilomètres carrés de zones économiques exclusives. 40% de la population européenne vit à moins de 50 kilomètres des côtes. Donc, la population européenne, c'est une population très proche des côtes, population côtière, donc très concernée par les questions maritimes. Et puis, l'économie bleue, c'est quand même près de 5 millions d'emplois autoroute maritime, elle transporte environ les trois quarts du commerce extérieur de l'Union européenne. Donc, ce qui veut dire que tout ce que nous utilisons, tout ce que nous consommons, une grande partie de ce que nous utilisons, de ce que nous consommons, eh bien, vient de la mer et vient des marchandises, des biens qui sont délivrés chaque jour dans les ports européens. Donc, l'Europe est bien sûr concernée par l'océan, mais l'Union européenne, il faut bien s'en souvenir, l'Union européenne, à l'origine des traités, n'était pas vraiment concernée par la mer. Dans les traités originaires, en 51 bien sûr, c'est le cas, mais même en 57, les traités originaires, eh bien, n'évoquaient pas du tout la mer, l'océan, la pêche, parlaient de politique agricole commune, mais pas de pêche. Et d'ailleurs, les produits de la pêche encore aujourd'hui sont considérés comme des produits agricoles. C'est inscrit dans les traités. Et puis quand même, compte tenu du développement des activités maritimes, de l'intérêt des États européens pour la mer, bien l'Union européenne s'est tournée vers la mer et les États membres de l'Union, petit à petit, ont transféré des compétences maritimes à la mer. Une politique commune de la pêche a vu le jour progressivement. Les premiers règlements de conservation de la pêche ont vu le jour en 83, 1983. La sécurité maritime s'est développée aussi, d'ailleurs en réaction aux grandes catastrophes maritimes qu'a connues l'Europe, les côtes françaises notamment. Les fameux paquets Erika 1, 2 et 3 ont mis en place une véritable politique de sécurité maritime qui a contribué à sécuriser le transport maritime européen, mais aussi international. On pourra en parler si on a le temps. Donc l'Europe s'est peu à peu construite autour de la mer aussi. Et elle a développé aussi une politique de l'environnement et donc de l'environnement marin. Mais ce qui était notable jusque dans les années 2000, c'est que en fait, ces politiques se développaient un peu chacune dans leur coin. La politique de la pêche adoptait des règlements, des règles obligatoires, essentielles, puisque effectivement l'Union européenne a une compétence exclusive dans le domaine de la conservation des ressources biologiques marines, mais sans se soucier de la politique de l'environnement. Et on avait parfois des règlements de la pêche qui allaient complètement à l'encontre des prescriptions de la politique environnementale. Donc, tout ça, c'était pas très clair. Ça faisait des politiques qui manquaient d'efficacité. Et c'est pour ça que dans les années 2000, on a commencé à réfléchir à la mise en place d'une politique maritime intégrée, d'une politique qui mettrait toutes ces activités sectorielles en cohérence. Alors, politique, à l'époque, dans les années 2000, on se posait la question, est-ce que c'est vraiment une politique? Est-ce que c'est plutôt une démarche, une stratégie? Bon, aujourd'hui, on se pose plus la question.
L'intérêt de cette démarche, c'est d'avoir vraiment mis de la cohérence dans toutes les activités. Et aujourd'hui, on ne peut plus adopter un règlement sur la pêche sans tenir compte des prescriptions environnementales. Les exigences environnementales s'inscrivent dans les traités, doivent être intégrées dans toutes les activités, les actions menées par l'Union européenne. Et l'action de l'Union européenne, elle est d'autant plus importante que les défis maritimes internationaux auxquels elle doit faire face aujourd'hui, bien, ils se multiplient, vous savez bien. Et en premier lieu, premier défi sans doute auquel on pense, c'est le défi environnemental. En effet, l'océan, la mer, elle est fragile. Elle est de plus en plus fragile. Elle est soumise à des phénomènes de surexploitation, surexploitation des ressources de pêche, on sait, la FAO l'a dit, le redit dans tous les rapports qu'elle publie, tous les 2 ans, notamment sur la pêche. Le tiers des stocks halieutiques aujourd'hui sont surexploités, voire en voie d'épuisement. On peut aussi évoquer la surexploitation ou l'exploitation, en tout cas hasardeuse, des ressources minérales, notamment des grands fonds marins. On aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure. L'océan est bien sûr soumis au phénomène de pollution, de rejet par les navires, mais pollution aussi venant de nos activités à terre, bien évidemment. Et pollution, on pense en tout premier lieu à la pollution par le plastique. Le plastique qui est le plus grand polluant des mers. 85% des rejets en mer, actuellement, la pollution des mers vient du plastique. Et puis, l'océan est fragile aussi du fait du changement climatique, bien évidemment. Euh, le changement climatique entraîne une augmentation de la température de la mer avec tous les phénomènes que ça entraîne, de fonte des glaces, d'érosion côtière, de phénomènes météorologiques extrêmes, des fleurements, des typhons, des cyclones, etc. Et bien sûr, tout cela entraîne une diminution de la biodiversité. Et les experts estiment que d'ici 2100, la moitié des espèces marines pourraient être en voie d'extinction. Donc, tout ça est bien inquiétant. Alors, dans ce contexte, pour le moins morose, c'est vrai que comment l'Union européenne peut-elle quand même agir, contribuer pour préserver l'océan, tout en exploitant ses recherches, en exploitant ses richesses, pardon, et en le valorisant économiquement? Alors, pour commencer à répondre à cette question, mais c'est vraiment un début de réponse, hein, parce que hélas, on n'a pas la réponse complète. Je vais vous parler des grandes lignes du pacte européen pour l'océan, donc qui a été effectivement présenté par la Commission européenne au sommet pour l'océan qui s'est tenu à Nice en juin dernier, un sommet organisé dans le cadre des Nations Unies, qui a quand même réuni je crois, 63 chefs d'État et 174 délégations internationales. Et c'est vrai que lors de ce sommet, moi, j'ai été présente et j'ai vraiment perçu cela. L'Union européenne a conforté sa position en tant qu'acteur majeur sur la scène internationale maritime, d'autant plus qu'un certain nombre d'États de grandes puissances étaient absentes, les États-Unis, voilà, pour commencer, et que l'Union européenne a ainsi pu asseoir sa position vraiment de leader maritime international. Alors, Madame Ursula von der Leyen, donc présidente de la Commission, a présenté ce pacte européen et a présenté les 6 grandes priorités de ce pacte européen. En premier lieu, bien protéger, restaurer la santé de l'océan. C'est essentiel, hein, compte tenu de ce qu'on vient de voir concernant la fragilité de l'océan. Alors, je ne vais pas tracer toutes ces priorités, on n'a pas le temps, on pourra pas le temps d'y revenir si vous le souhaitez. On peut peut-être évoquer quand même une proposition de plan d'action zéro pollution qui fixe des objectifs ambitieux comme la réduction de 50% des déchets plastiques dans l'océan d'ici 2030. Donc, 2030, c'est demain. Donc là, il va falloir effectivement agir. Dans le cadre de cette priorité, il faut aussi lutter contre la pollution issue du transport maritime, développer la décarbonation du transport maritime, euh, développer aussi la surveillance par satellite. L'Union européenne dispose hein, de moyens de contrôle des navires par satellite, mais elle est proposée de renforcer ces moyens de surveillance. Et bien sûr, dans ce cadre aussi, il est essentiel que l'Union participe et participe de plus en plus activement aux grandes organisations internationales dont elle est déjà membre, mais où elle doit encore davantage affirmer sa présence. Priorité maritime, c'est aussi stimuler la compétitivité de l'économie bleue.
mais de manière durable. Par exemple, dans le domaine de la pêche, ça signifie décarboner les navires de pêche. Ça signifie aussi bien renforcer les secteurs de l'économie bleue qui, dans une optique de transition énergétique, transition écologique, avec le développement des énergies renouvelables en mer, l'utilisation durable des ressources génétiques pour la bioéconomie, notamment. Autre enjeu, c'est la protection des communautés côtières et des îles. Alors, les communautés côtières, j'insiste là-dessus, c'est important, même si on est loin de la mer ici. Les communautés côtières, elles jouent un rôle clé hein, dans l'économie bleue. Ce sont vraiment elles qui sont les premières concernées par les activités maritimes, l'activité de pêche, de transport maritime, de développement des énergies renouvelables en mer. Donc, il faut aider à ce développement de l'économie bleue mais sans faire n'importe quoi, bien évidemment. Les communautés côtières, en effet, sont fragiles, ce sont les premières menacées par le dérèglement climatique. Donc, renforcer l'économie bleue des côtières, c'est le faire, mais en tenant compte des exigences, bien sûr, de préservation de l'environnement aussi. Quatrième priorité, et là c'est vraiment, je crois, une priorité majeure, on l'a bien vu à Nice, c'est faire progresser la recherche, hein. Je rappelle qu'avant Nice, la semaine avant le sommet politique, s'est tenu un grand congrès scientifique qui a réuni 2000 chercheurs qui qui ont vraiment pu créer une synergie pour montrer l'importance de recherche dans le domaine marin c'est la mer, l'océan, c'est un domaine qui n'est pas bien connu finalement. On le sait bien, on le dit souvent, le fond des océans est moins connu que la surface de la Lune. Alors l'Union européenne fait déjà partie des principaux acteurs internationaux hein, dans le domaine de la recherche sur l'océan. Donc il faut développer, renforcer cette recherche à l'heure où certains, et pas les moindres, remettent en cause hein, la recherche, en parlant même de la stupidité des chercheurs. Voilà. Donc, il y a des engagements de certains acteurs majeurs, acteurs qui étaient majeurs dans la recherche jusqu'ici. Donc, dans ce domaine, l'Union va renforcer ses programmes de recherche visant à améliorer la connaissance de l'océan. Alors, quand on parle de gouvernance internationale des océans, bien sûr, on pense aussi à la sûreté, à la défense maritime, autre priorité essentielle de l'Union européenne. Alors l'Union, elle est déjà présente hein, sur toutes les mers du globe pour soutenir l'action de ses États membres en matière de défense, par exemple pour lutter contre la piraterie maritime au large de l'Afrique ou dans le golfe d'Aden. Alors pour aller plus loin, eh bien, il faut innover dans le domaine de la défense, par exemple en développant les flottes de drones maritimes, c'est d'actualité hein, en ce moment, bien évidemment. Il faut renforcer aussi la sécurité des câbles sous-marins. C'est un domaine qui a longtemps été négligé. On sait que la plupart de nos communications aujourd'hui passent par les câbles sous-marins qui sont vulnérables, qui sont fragiles. Donc, il faut renforcer la surveillance, la sécurité des câbles sous-marins. L'Union a son rôle à jouer ici. Et puis, pour terminer, dernière priorité que j'évoquerai avec vous, c'est la diplomatie de l'Union européenne. Il faut développer la diplomatie de l'Union, la gouvernance internationale. L'Union, je vous l'ai dit, elle est déjà un acteur majeur sur la scène internationale. Alors, les priorités de l'Union dans les mois, dans les années qui viennent, comme l'a rappelé la Commission, ça va être d'agir, d'être tout à fait proactif dans le cadre de l'accord dit BBNJ, qui est cet accord visant l'utilisation et la conservation durable de la biodiversité dans les zones au-delà des juridictions nationales, donc notamment en haute mer, au-delà des zones économiques exclusives. Un accord a été conclu en 2023, dit l'accord BBNJ pour Biodiversity Beyond National Jurisdiction. Et cet accord BBNJ, il a enfin été ratifié par les 60 États qui devaient le ratifier pour qu'il entre en vigueur. Il va entrer en vigueur au mois de janvier prochain. Et d'ailleurs, à Nice, il y a vraiment eu une dynamique qui a permis d'augmenter le nombre de ratifications. L'Union sera présente dans le cadre de cet accord pour préserver donc la biodiversité en haute mer et dans les grands fonds marins. L'Union veut aussi être très proactive dans le cadre du traité plastique. On a espéré que ce traité serait enfin adopté, c'était en août dernier, lors des dernières négociations. Bon, les États ne sont pas parvenus à se mettre d'accord pour son adoption. L'Union doit, elle le dit, être très proactive là aussi pour l'adoption de ce traité.
Donc ça, ce sont des propositions de la Commission, hein, dans le pacte européen. Mais comme la Commission l'a dit elle-même, comment faut-il agir? Ben, la Commission l'a dit, le pacte européen pour l'océan, c'est pas seulement une feuille de route, c'est un appel à l'action, à la responsabilité. Car là, j'ai rappelé sur ce petit schéma le processus décisionnel européen, là, c'est simple. Oui, je l'ai simplifié. Non, 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 mais il n'est pas simple du tout. Non, ah non, non, il n'est pas simple du tout. Il est simplifié sur le schéma. Et la Commission propose, mais c'est pas elle qui décide. Donc, la Commission, dans ce pacte européen, elle fait un ensemble de propositions, mais ce sont bien sûr les États et le Parlement européen qui vont avoir le dernier mot, qui ont le pouvoir de décision. Alors, parmi les grandes propositions de la Commission, j'en ai évoqué quelques-unes à l'instant, il y a quand même, bon, si j'en retiens deux ici, c'est la révision des grands textes maritimes européens, comme la directive cadre stratégie pour le milieu marin, qui impose le bon état écologique du milieu marin, comme la directive planification maritime, qui organise les activités maritimes en mer. Il faut revoir ces textes. Elle va proposer de revoir ces textes, de les améliorer. Elle va proposer, comme elle est bien dit tout à l'heure aussi, l'adoption d'une loi pour l'océan qui, euh, qui doit justement revoir la directive planification maritime, qui va faire un ensemble de propositions aussi, de propositions mises en cohérence dans le cadre de cette loi. Dans le cadre, par exemple, de cette loi européenne, la Commission propose de protéger 30% de la haute mer d'ici 2030, une protection et une protection stricte pour 10% de cette haute mer. Donc, voilà les propositions de la Commission. Alors, quelle est la position maintenant ben, des États membres? Le Conseil européen s'est prononcé sur le pacte européen en mars dernier, donc avant même que la proposition ne soit publiée officiellement et présentée à Nice en juin. Alors, le Conseil européen, réunion des chefs d'État et de gouvernement, s'est prononcé de manière tout à fait favorable vis-à-vis de ce pacte. Il s'est félicité de ce pacte, de l'intention de la Commission dans ce pacte, mais quand même avec un bémol, hein. Il insiste, le Conseil européen a insisté sur le respect des compétences respectives de l'Union et des États membres. Attention, l'Union ne doit pas en profiter pour récupérer des compétences en quelque sorte. La plupart des États membres sont favorables au pacte pour l'océan, euh, bon, avec quand même quelques bémols aussi pour certains d'entre eux. Alors, l'avenir dira, il faut suivre l'actualité maintenant pour savoir où on va aller. Donc, en conclusion, l'Union européenne, bien, c'est bien toujours un acteur et plus que jamais un acteur majeur de la gouvernance mondiale de l'océan, avec des points de vigilance. Concernant le financement, on connaît bien aujourd'hui toutes les difficultés de financement des États. Est-ce qu'ils vont être prêts à financer de manière massive une préservation, une conservation de l'océan? Point de vigilance. Des tensions entre les États membres, parce que on sait bien que certains États sont plus favorables au développement économique, d'autres à la protection de l'environnement. Alors, vont-ils réussir à s'entendre pour agir de concert pour une gouvernance européenne? On le verra. Et bien sûr, point de vigilance, c'est l'instabilité internationale, les conflits qui font que bien, certains vont dire que c'est peut-être pas le moment de se pencher sur l'océan, qu'il y a des questions plus graves. Bon, ça, c'est la position de certains, c'est pas bien sûr la mienne. Voilà, je vous remercie. On va peut-être écouter le Oui, bien second et sûr. puis après. On va tout déjà. Là, tiens, moi j'ai besoin de vous là. Oui, parce que il faut que Enlever, enlever. enlever mon diapo. C'est parti. Un petit peu d'eau. C'est bon, je peux y aller? Je peux commencer? C'est Oui, tout bon. oui. Oui, très bien. Eh bien, bonsoir tout le monde. Alors, je suis désolé, je vois un écran noir où je n'ai aucune idée de qui est dans la salle, donc c'est un peu bizarre de mon côté, mais si vous me voyez et vous m'entendez, Oui, oui, c'est l'essentiel. Eh moi bien, bien. c'est parfait. Moi bien. Eh bien, bonjour à tous, bonsoir à tous, et bonsoir professeur Oberdorf. Je suis très ravi de vous revoir. C'est pour pour les jeunes générations, moi, je fais partie de ceux qui ont été un peu initiés à l'Europe par le professeur Oberdorf, parce que j'étais à Sciences Po.
Donc, c'est vraiment des cours inspirants qui me reviennent en mémoire et des soirées très intéressantes à l'UPEG il y a 19 ans de ça. Donc, c'est vraiment de très bons souvenirs et je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Alors, je me présente, bon, le professeur m'a présenté. Mon boulot aujourd'hui, c'est d'être lobbyiste pour l'industrie de construction navale européenne, donc les chantiers navals et aussi leurs fournisseurs en équipement maritime. Et avant ça, j'ai passé un certain nombre d'années dans les institutions européennes à travailler sur les questions maritimes, beaucoup sur la pêche, donc que ce soit au Parlement européen ou à la Commission européenne. J'ai été au cœur de négociations très complexes sur des sujets qui touchent à beaucoup de choses. Et qui sont aussi des sujets très sensibles, où des arbitrages politiques sont très souvent nécessaires. Alors, Madame Gudenec l'a bien mentionné, en fait, les questions maritimes et marines sont partout, en fait. On les voit sur les questions d'environnement, le climat, les industries qui aussi permettent l'exploitation de l'espace maritime, la question de l'énergie, notamment les énergies offshore, la pêche, le transport maritime, la recherche marine, la défense, tous ces enjeux, en fait, sont vraiment omniprésents. Et ils sont en fait couverts par différentes politiques. Moi, j'aurais tendance à penser que la politique maritime européenne n'existe pas en réalité. Il y a des politiques maritimes, il y a du maritime dans les politiques, mais une politique maritime unique, après 15 ans, je la cherche toujours. En tout cas, dans mon expérience de ce que sont les institutions européennes. Je vais vous donner un petit exemple. Moi, j'ai travaillé donc longtemps à la Commission européenne, donc à la Direction générale des affaires maritimes et de la pêche, donc, qui s'occupe donc de la pêche, compétences exclusives sur la conservation. Et on avait des réunions interminables avec nos collègues de la DG Environnement, qui s'occupaient de la directive 4 sur le milieu marin, donc pour le bon état écologique des eaux. Et il y avait, en fait, on voyait très vite qu'on ne parlait pas le même langage. On avait des instruments politiques différents. Ils utilisaient une directive, on utilisait des règlements. On était en politique, enfin en compétences exclusives. Ils étaient en compétences partagées. Et dans des administrations, ces choses-là créaient souvent du conflit, beaucoup de difficultés d'arbitrage politique. On avait un commissaire en commun qui s'occupait de l'environnement et des affaires maritimes, mais qui avait beaucoup de mal à savoir comment faire ces arbitrages, parce que voilà, les outils étaient différents. Et je le vois dans mon travail d'aujourd'hui aussi, je représente une partie des secteurs maritimes, donc le côté industriel qui fabrique les bateaux, et nos clients, les armateurs, sont sur des logiques très différentes. Eux, ils sont des fournisseurs de services. Nous sommes des producteurs de produits industriels. Donc, c'est toujours, voilà, c'est un peu le charme du maritime. C'est un peu, je dirais, c'est à la fois une bénédiction et une malédiction, d'être en fait une sorte de niche, une grosse niche qui est elle-même très fragmentée, mais qui a accès à un certain nombre de sujets. Alors, je ne vais pas m'attarder sur tout ce que Mme Kudenek a dit, parce qu'elle l'a très bien expliqué, donc tous ces enjeux et tout ce qui se passe maintenant. Je voudrais dire une chose qui, pour moi, est assez marquante aujourd'hui, c'est que le maritime est plus que jamais devenu un espace de tension et d'affrontement. Alors qu'on soit content ou pas avec ça, ce n'est pas la question, c'est qu'on a affaire à des puissances qui envisagent de dominer l'espace maritime et qui projettent leur puissance dans l'espace maritime. Et vous le voyez très bien avec la politique chinoise, avec la politique américaine, on est dans une optique de domination. Et traditionnellement, l'Union européenne n'est pas dans cette logique-là. L'Union européenne est dans une logique de collaboration, de multilatéralisme. Et donc, la question se pose, voilà, comment est-ce qu'on prend en compte cette nouvelle logique, cette nouvelle conflictualité, sans renoncer à ce qui fait notre identité? C'est des enjeux très, 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 très sensibles, très difficiles, surtout quand on est une union de 27 États membres, dans laquelle l'essentiel des pouvoirs souverains reste quand même entre les mains des États membres. Donc aujourd'hui, je vois quand même s'entrechoquer trois grandes priorités politiques. Vous avez certainement bien senti ça. Hein. Donc on était dans le mandat de la commission précédente sur le Green Deal, donc des politiques climatiques et environnementales. Et on est passé à remettre davantage de compétitivité des entreprises dans le narratif politique. Donc maintenant, on est avec le
Clean Industrial Deal. Et donc, l'idée est de dire, on ne doit certainement pas renier nos objectifs climatiques et environnementaux, mais on doit aussi comprendre qu'on doit se donner les moyens en Europe à nos industries de pouvoir remplir ces objectifs. Parce que, notamment dans le transport maritime, quand on parle de décarbonation, on va parler de fabriquer des bateaux propres, des bateaux verts avec des technologies décarbonées. Ça requiert de l'innovation, de l'investissement. Et on s'est rendu compte, avec la pandémie, avec la crise en Ukraine, que l'Europe était devenue très vulnérable et très dépendante d'industries non européennes, notamment en Chine. Et donc le Clean Industrial Deal cherche à rééquilibrer ça, à faire de la transition verte, et en l'occurrence pour le maritime, de la transition verte et bleue, d'en faire un business case en fait pour les industries européennes. Donc ces dimensions de compétitivité combinées à l'objectif de durabilité et aussi avec ces nouvelles menaces en termes de sécurité, en termes d'autonomie stratégique, donc c'est un concept qui maintenant est très présent dans la discussion politique, et les exemples qui ont été donnés avant de sabotage de câbles sous-marins, de disruption possible du commerce maritime, de contrôle des ports aussi, c'est très important hein, de pouvoir maîtriser l'infrastructure portuaire. On voit qu'il y a voilà, des vulnérabilités, des menaces qui sont au cœur des préoccupations. Alors, Mme Kilenek a bien mentionné le pacte sur les océans. Alors, c'était assez épique pendant la négociation de ce pacte dans les institutions européennes. Moi, je l'ai vécu comme lobbyiste. Un commissaire, désormais, qui est en charge de la pêche et des océans, mais qui devait traiter avec des commissaires qui s'occupaient de tas d'autres sujets qui incluaient du maritime, donc les commissaires au transport, les commissaires à l'industrie, à l'environnement, et surtout sur des sujets très variés et sans réelle capacité en fait d'avancer sur une législation unique. Alors on a mentionné l'idée de la loi sur les océans. Alors en anglais c'est assez amusant parce qu'il y a le Oceans Pact et le Ocean Act. Donc en fait il y a eu, je vais vous raconter une petite histoire. Un jour j'ai été appelé par des députés européens. Donc en fait là aussi pour eux ils sont complètement fragmentés. Il n'y a pas de comité parlementaire maritime, il y a un comité de la pêche, de l'environnement, de l'industrie, etc. Donc, ils ne savent pas trop où traiter ces sujets, donc ils ont constitué un intergroupe. Donc, c'est une sorte de club informel qui réunit des députés de différents groupes pour discuter du maritime. Et quand le pacte pour les océans était en cours de préparation, donc ces députés ont convoqué un peu les différentes composantes de l'industrie maritime, des ONG, des différents secteurs, pour nous demander qu'est-ce qu'on voulait. Et ils nous ont dit, écoutez, voilà, il y a ce Ocean Pact, on ne sait pas trop ce qu'il va y avoir dedans, ce sera un document de feuille de route probablement, un document non législatif, avec des engagements, des visions stratégiques, mais est-ce que vous êtes intéressé par un Ocean Act, une législation? Et là, on s'est tous regardés dans la salle, parce que bon, on a tous notre petite idée de ce qu'on voudrait mettre dans de la législation, mais là, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était quasiment impossible de pouvoir faire une législation unique qui serait cohérente comme législation maritime unique de l'Union européenne. Donc il y avait évidemment des gens du tourisme, des gens de la pêche, des gens d'industrie lourde comme la mienne, des gens du transport maritime, des gens de l'énergie offshore. Et on voit tout ce qui nous rassemble, hein, évidemment, le maritime lui-même et les différentes technologies qui peuvent aussi intervenir dans les différentes activités, mais en termes d'ambition politique commune, ce qui pourrait faire une loi, on ne voyait pas. Donc voilà, on a eu le Ocean Pact, qui effectivement est une ambition politique. Et à côté du Ocean Pact, on a toute une série d'autres stratégies qui sont en préparation. Donc il y aura une stratégie industrielle maritime qui va sortir au début de l'année prochaine, qui intéresse beaucoup mon secteur. L'idée est ici de comment on revitalise la construction navale européenne pour pouvoir fabriquer des bateaux verts et pour pouvoir servir la décarbonation. On a une révision, enfin pas encore, enfin une évaluation en cours de la politique commune de la pêche. La dernière date d'il y a 10 ans, j'ai beaucoup participé. On a un nouveau cadre financier pluriannuel qui a été proposé en juillet, et donc avec une logique très différente, où avant on avait un fonds maritime, le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, qui était surtout axé sur la pêche, mais qui a disparu.
qui maintenant a été fusionné dans un grand pot commun de différents fonds. Donc il n'y a plus d'entrée financière spécifique sur le maritime. Alors, certains disent c'est une bonne chose parce que ça va amener le maritime à une plus grande table de négociation, à être avec d'autres secteurs et à casser les silos. D'autres disent que en faisant ça, on va casser en fait la spécificité du maritime et on va justement l'enfermer encore plus dans son silo. Euh, il y a des tas de développements aussi en termes de déploiement des énergies renouvelables en mer. Voilà, beaucoup de choses se passent. Euh, mais on en vient toujours à une question importante, c'est est-ce que fixer des objectifs politiques, donc dans des documents stratégiques, est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on a les moyens politiques comme Union européenne déjà de pouvoir atteindre nos objectifs et est-ce qu'on a les moyens de pouvoir créer un effet de levier mondial et d'être suivi par d'autres puissances? Alors, bon, je n'ai pas la prétention d'avoir une réponse à ça. Moi, ce que j'observe, c'est que la tension est vraiment très forte, que les investisseurs ont peur, qu'on a beaucoup de mal à voir une direction cohérente et que le, le Green Deal a fait... Je ne vais pas ici critiquer le Green Deal en tant qu'objectif politique, mais plus sa communication politique par les autorités européennes. Ça a été présenté comme quelque chose, comme un changement nécessaire et qui devait se faire de façon euh, obligatoire. Et on s'est rendu compte en fait que on a créé en fait des opportunités de marché pour des concurrents extra-européens. Et moi, je le vois dans mon secteur. Aujourd'hui, la construction navale de grands cargos, y compris de cargos verts, les nouvelles commandes, 70% en Chine. Et l'époque où le Made in China, c'était des saloperies pas vertes, c'est fini. Ils sont devenus les leaders de la high-tech, de la green tech, comme on dit. Donc, ça a tous de se poser un certain nombre de questions aussi. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'on appuie disons, notre puissance européenne sur une capacité à fixer le standard mondial, mais aussi à avoir des secteurs économiques et des industries et des infrastructures qui sont suffisamment solides pour être pertinentes et pour pouvoir compter dans l'économie mondiale qui est aujourd'hui largement perturbée, largement sujette à des guerres commerciales, hein, il faut dire le mot, hein, quand vous voyez les droits de douane qui se multiplient, l'imprévisibilité complète du président américain, où on en est à subir des intimidations politiques quasiment constamment. Euh, et moi, je veux conclure sur quelque chose qui me tient beaucoup à cœur depuis que je suis disons, un militant européen. C'est on a construit l'Union européenne comme une union d'États, avec une répartition des compétences claire. Mais aujourd'hui, on se rend bien compte que, notamment sur l'aspect investissement financier, la fragmentation des pays va faire qu'on ne va pas s'en sortir. Donc, vous voyez, les premiers réflexes de discussion au Conseil européen sur le cadre financier pluriannuel, c'est wow, c'est trop élevé, on ne veut pas de ressources autonomes européennes, on doit rester les maîtres de la bourse européenne, en quelque sorte. Euh, et la même chose en termes de politique industrielle, c'est une compétence d'appui. Donc sur le maritime, euh, les leviers politiques sont entre les mains des États. L'Union européenne peut coordonner, c'est ce qu'elle fait avec le pacte pour les océans, et du mieux qu'elle peut. Mais les enjeux, je crois, impliquent de certainement revoir comment les États acceptent de transférer un certain nombre de compétences au niveau européen. Il y a une certaine mise à jour à faire et là, c'est mon avis très personnel de citoyen, pas de lobbyiste, euh, mais que je vois aussi dans mon travail avec voilà, des industries qui sont structurées largement sur des bases nationales, qui opèrent dans un marché unique et dans un marché global, euh, et qui perçoivent surtout de la fragmentation et des objectifs très nombreux, mais qui souvent leur semblent être irréalistes. Alors, bon, c'est surtout une invitation à la discussion que je vous propose ici, et je suis ravi aussi de vous parler un petit peu de mon expérience précédente dans les politiques des pêches à la Commission et au Parlement, parce qu'il y a eu j'ai vu des choses très intéressantes. Donc merci, et je suis ravi maintenant de répondre à vos questions. Ah oui. On vous laisse un peu.
Bon, ben, merci beaucoup à tous d'être là pour la conférence. Je crois que les intervenants ont eu des propos super intéressants. Et ben, on va passer tout de suite aux questions très rapidement. Que la première question, vous nous avez dit que donc il y avait un peu un appel d'air qui était créé par le retrait des États-Unis des grands traités internationaux. Donc, comment est-ce que l'Union européenne elle peut remplir cet appel d'air, notamment avec l'accord BBNJ ou d'autres accords? Alors, comment elle peut remplir cet appel d'air? C'est pas facile, hein, c'est sûr. On l'a senti, moi j'ai participé au congrès des scientifiques à Grenoble, à la politique, je le disais tout à l'heure. Et alors, il y avait des scientifiques américains. Les États-Unis n'étaient pas là officiellement. C'était ceux qui étaient, les scientifiques qui étaient là, c'était, je ne dis pas que c'était pas rien, mais c'était. Et ils avaient la voix qui tremblait hein, quand ils parlaient de la recherche et du sort fait à la recherche aux États-Unis. Donc, il y a vraiment un besoin une perte de boussole en quelque sorte, on l'a ressenti un peu comme ça, et un besoin eh ben voilà, de se retrouver pour aller de l'avant quand même. Et je crois que là, l'Union européenne a les financements possibles pour, si ces États le veulent bien, bien évidemment, elle peut quand même devenir cet acteur, continuer à être cet acteur majeur en termes de recherche et donc, combler ce trou d'air, hein, c'est pas un appel d'air, mais c'est ce trou d'air des Américains. Donc, et alors ça, c'est sur l'aspect recherche, sur l'aspect PBNJ. Bon, on sait que les États-Unis sont pas partis à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. L'accord BBNJ, c'est un accord de mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Donc, les États-Unis ont été assez en retrait sur ces questions-là. Elles le sont plus que jamais maintenant, euh, compte tenu de la position de l'administration Trump. Donc là aussi, l'Union européenne a une carte à jouer et représente une force qui peut discuter avec la Chine, avec les grandes puissances mondiales. La Chine est très présente en matière de recherche, hein, sur la scène internationale maritime aussi. Et donc voilà, l'Union européenne, c'est une puissance qui s'affirme. C'était uniquement une puissance commerciale, c'est pas encore une puissance évidemment stratégique, politique. Elle doit encore s'affirmer, mais elle a des atouts. Si ces États, bien évidemment, le veulent bien, il faut qu'il y ait quand même une volonté politique derrière. Mais elle a les moyens, elle peut se donner les moyens financiers. La même question. Pour, oui, Vincent Guerre vous répondre. Oui, rapidement, je suis bien d'accord avec ce qu'a dit Mme Guédélec. La question, c'est de savoir, c'est quoi l'Union européenne? Où est l'autorité politique? Euh, elle n'est pas complètement à la Commission européenne, elle est essentiellement entre les mains de ses États membres. Euh, et s'il n'y a pas d'unité de vision et une volonté d'agir ensemble, à ce niveau-là, ça ne marchera pas. Et donc, c'est aussi ce qui est très frustrant avec les développements actuels. Il y aurait une place énorme à prendre par l'Union européenne, à recréer un leadership, à créer des alliances avec des puissances qui ont la même vision des choses. Mais on passe notre temps à, disons, pardonnez-moi l'expression, à nous s'engueuler entre nous, à savoir comment on va répartir les quelques miettes du budget européen qu'on daigne encore mettre dans le pot commun. Donc il est temps quand même de passer à l'étape supérieure. Les enjeux l'appellent. Donc pour moi, tant qu'il n'y a pas une unité d'action au niveau du Conseil européen, ce sera très difficile d'avancer. J'aimerais vous poser deux questions et je vais préfacer mon propos en vous remerciant tous d'être là et en vous remerciant Madame Kuhnek pour votre présentation et aussi Monsieur Guerre. Alors, commencer avec ma question pour Monsieur Guerre. La question que j'aurais, c'est, vous avez dit que la communication politique du Green New Deal avait cassé en fait en quelque sorte la confiance des investisseurs et donc même pour les navires verts, par exemple, maintenant ils étaient principalement à 72% construits en Chine. Alors, comment on pourrait faire pour redonner confiance aux investisseurs tout en continuant vers une marche verte? Très bonne question, merci beaucoup.
Disons, le problème dans la communication des années passées, c'était de dire fixer un objectif politique va en soi créer des comportements vertueux, créer des nouveaux marchés, etc. Donc ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc aujourd'hui, c'est comment est-ce on reconstruit en Europe disons, une capacité industrielle et économique qu'on a largement perdue. La construction, je vais prendre l'exemple de mon domaine. Donc, la construction navale, euh, dans les années 60, l'Europe fabriquait les 2 tiers des bateaux du monde. Ça a décliné progressivement. Les Japonais sont rentrés dans le marché, les Sud-Coréens, puis les Chinois. Aujourd'hui, on est sur un certain nombre de niches, donc sur les bateaux militaires, les bateaux de croisière, les bateaux high-tech. Mais les gros bateaux du transport maritime, on ne les fait plus du tout. Alors, ça cause un problème pour tout le monde, ça cause un problème pour l'industrie elle-même, ça cause un problème aussi pour les armateurs européens qui se retrouvent dépendants de fournisseurs étrangers. Et donc, le jour où les Chinois voudront favoriser leurs propres armateurs au détriment des armateurs européens, bah, il faudra attendre un petit peu plus longtemps dans le chantier naval pour avoir son bateau. Alors, comment on peut régler la question? Nous, c'est des choses qu'on regarde dans la future stratégie industrielle maritime qui a été annoncée par la Commission. Donc, comment on va revitaliser un certain nombre de marchés sur lesquels l'Europe est encore leader. C'est ça toute la logique du Clean Industrial Deal. Ça ne sert à rien d'aller concurrencer les Chinois sur des grands marchés de volume sur lesquels on a déjà perdu, ou on est trop cher, ou ils sont abattables. Mais sur un certain nombre de marchés, souvent high-tech, on peut encore être pertinent. Et donc, il faut pouvoir déjà encourager la demande dans ces marchés-là. Donc, ça peut être avec des formes de subventionnement, de réduction de taxes que les États membres mettront en place. Et ça doit aller de pair avec un investissement aussi dans le tissu productif. Et c'est sur ça qu'on travaille. On travaille beaucoup maintenant sur le concept de préférence européenne. Ça a été un mot qui était interdit dans le vocabulaire européen pendant des années et des années. Maintenant, il est dans les papiers européens. Dans la proposition budgétaire qu'a fait la Commission pour le prochain cadre financier pluriannuel, il y a un cadre de préférence européenne. Donc, pour les subventions européennes, elles devront passer une sorte de screening et assurer qu'il y a qu'il y a de la valeur ajoutée dans le projet. Donc, on ne va pas aller subventionner la construction d'un bateau en Chine, même s'il sert à un armateur européen, ce genre de choses. Et ça doit aller avec un investissement dans le tissu productif. Il y a un exemple que je donne souvent sur la décarbonation. On a fixé toute une série d'objectifs de décarbonation du maritime, alors d'ici à 2050. Et tout le monde ne jure que par les carburants alternatifs. Alors voilà, il faut changer, il faut arrêter avec le diesel, il faut aller sur le méthanol, l'ammoniac, l'hydrogène, je ne sais quoi d'autre. Mais tout ça, ça n'existe pas. Ça existe en laboratoire. On sait fabriquer des bateaux qui fonctionnent à ces carburants. Mais la chaîne d'approvisionnement dans ces carburants pour peu qu'ils soient vraiment décarbonés, inexistante. Il n'y a pas d'infrastructure dans les ports encore pour la plupart d'entre eux. Et quand il y en a, ça reste encore beaucoup plus coûteux que des carburants conventionnels. Donc c'est cet effort en fait euh, d'infrastructure, de développement de supply chain qui doit être entrepris. Et ce n'est pas des choses qui se font du jour au lendemain, ce n'est pas des choses que la loi peut décréter, mais c'est quelque chose que la politique peut faciliter en faisant en sorte que les acteurs de marché aient confiance, qu'ils puissent avoir accès à des financements privés, avec des aides publiques si nécessaire, et qu'on ne perde pas nos innovateurs à aller aux États-Unis ou en Chine, comme c'est le cas aujourd'hui. Merci beaucoup. Et justement, j'avais une question pour vous, Madame Keinec, en relation. Mhm. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait un moyen de donner plus de sécurité juridique de ce point de vue-là, peut-être pour les investisseurs ou dans le droit de l'Union européenne? Pour donner plus de sécurité juridique, ça implique d'adopter des règlements ou des directives obligatoires qui permettraient de sécuriser des investissements. Mais je ne sais pas très bien comment, parce que là, c'est la loi de l'économie et si c'est la loi du marché. Alors, comment est-ce que ça peut se décréter? Est-ce qu'on peut adopter des règlements qui imposeraient, je ne sais pas, la préférence européenne? C'est difficile, hein. Je ne vois pas tellement comment on pourrait sécuriser. Alors, on dit parfois communautariser. Il y a des règles internationales que l'on peut rendre obligatoires au niveau de l'Union européenne et leur faire bénéficier donc des mécanismes obligatoires de l'Union européenne.
des sanctions si on n'y respecte pas, etc. Mais sur le marché, ça me paraît, je ne sais pas qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme règle qui permettrait de sécuriser les investissements et de rassurer les investisseurs véritablement. Je sais pas. Je peux donner un petit exemple, si vous voulez, parce qu'il y a une mesure très concrète que beaucoup de secteurs maritimes demandent. Vous savez que depuis 1 an ou 2, le transport maritime doit payer la taxe carbone, donc le ETS en anglais. Donc, voilà, les secteurs émetteurs de carbone sont taxés. Et donc, cette taxe, elle génère des revenus. Et aujourd'hui, dans le système européen, il est prévu qu'il y a une petite partie de ces revenus qui reviennent au niveau de l'Union européenne et qui sert à financer le fonds de l'innovation. Mais l'essentiel, 80%, quelque chose comme ça, retourne dans la poche de chaque pays. Et la législation européenne dit que ces pays ont obligation de réinvestir cet argent dans des projets de décarbonation, dans n'importe quel secteur. Ça peut être la rénovation des bâtiments, la décarbonation du maritime, n'importe quoi. Nous, on demande une chose simple, c'est que comme le secteur maritime contribue maintenant à cette taxe, il faudrait qu'il y ait une obligation de réinvestissement de ces revenus dans la transition verte du maritime. Donc, les bateaux verts, la réindustrialisation des chantiers navals qui vont les fabriquer, l'innovation maritime et autres projets du même genre. Et ça, c'est des choses. Cet argent se perd. Et comme le maritime est fragmenté, est une niche, et qu'on a nous-mêmes, secteurs, les plus grandes difficultés à nous allier les uns aux autres pour parler d'une seule voix, euh, c'est très difficile. Alors, il y a des projets qui se font, hein. Je sais qu'en France, par exemple, le gouvernement sortant avait validé un plan justement de fléchage de ces crédits de la taxe carbone pour un plan maritime qui avait été conçu ensemble en fait par l'industrie navale, les armateurs et les ports. Ensemble, ils sont venus voir le gouvernement, ils ont dit on a fait un plan ensemble avec des objectifs d'investissement, donnez-nous l'argent, et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc ça pourrait être répliqué dans chaque pays. D'accord. Bah, écoutez, je peux inviter la salle à poser quelques questions aussi, si jamais il y a des personnes qui ont des choses. Ouais. Je me demandais, un peu d'autres, sur la politique, s'il y avait une politique de l'Union européenne par rapport à l'Arctique. Du coup, avec la fonte des glaces qui ouvre littéralement un nouvel océan sur lequel on est plus fort. Pas plus fort, pour qu'il en sorte. Voilà, je vais répéter du coup. Je me demandais par rapport à l'Arctique s'il y avait une politique européenne commune, que c'est un nouvel océan qui s'ouvre et va pouvoir, notamment avec le Danemark, du coup, on a une surface qui est disponible pour l'Union européenne. Alors, est-ce que dans ces pactes, etc., c'est pris en compte? Oui, il y a des propositions de la Commission. Dans le cadre du pacte, la Commission évoque l'action de l'Union européenne au niveau régional et ainsi sur le fait qu'elle doit renforcer son action au niveau régional et développer la coopération régionale, et notamment en Arctique. Donc ça, c'est l'Union européenne en Arctique a eu du retard pendant longtemps à mettre en œuvre cette politique arctique. Elle a mis du temps, alors que dans les années 2000, les États à travers le monde s'intéressaient à l'Arctique et savaient déjà voilà, que des voies allaient s'ouvrir, qu'il y avait des potentialités économiques très importantes, mais aussi des risques pour l'environnement. Et l'Union européenne, on se rend compte, a mis du temps à se tourner vers l'Arctique. Les premiers documents sur l'Arctique ne mentionnent même pas les populations autochtones, par exemple, alors que c'est un sujet clé, évidemment, de l'Arctique. Je me rappelle être allée au Canada dans les années 2010 et j'évoquais la question arctique et les Canadiens sourient en disant oui, mais vous, l'Union européenne, vous êtes complètement à la rue. Vos documents ne mentionnent même pas les populations autochtones. Alors, l'Union européenne a rattrapé son retard, est en train de rattraper son retard. Euh, mais l'Arctique intéresse fortement certains États de l'Union européenne, mais pas tous. Sur les 27 États, la majorité des États ne sont pas concernés directement par l'Arctique, n'ont pas une façade proche de l'Arctique. Ça n'empêche que, bien évidemment, l'Arctique, c'est un enjeu majeur pour l'Union européenne, pour des questions de navigation, bien évidemment, pour des questions d'environnement aussi. Donc, c'est vrai qu'il y a des discussions sur l'Arctique, 100 millions désormais. Et j'ajouterais, c'est peut-être même un des espaces où justement, la conflictualité pourrait potentiellement être le plus élevé. Je veux dire, avec les États-Unis, la Russie, donc, qui ont des politiques justement basées sur l'intimidation du reste du monde, je veux dire, c'est potentiellement des enjeux
stratégiques de très haut niveau. Hein. Donc, encore une fois, l'Union européenne, ici, sans ces États, ne pourra pas avancer. Oui, une question pour vous, Madame Klunek. En fait, vous avez parlé du laboratoire. Ah oui, pardon. Pour qu'elle puisse enregistrer aussi. Vous nous avez parlé du laboratoire à Mur Oui. sur le droit et l'économie de la mer. Mhm. Alors, la question que j'aurais, c'est sur quoi est-ce que vous êtes en train de travailler en ce moment et c'est quoi les derniers sujets, les derniers développements qui vous intéressent? Pour Amur ou pour moi, parce que nous avons tous des projets un peu. Bon, nous sommes, je disais, une centaine de chercheurs, donc on a nos programmes de recherche, nos projets de recherche. Et ben, si vous voulez, je parle des derniers projets que j'ai. Alors, je suis émérite, donc maintenant j'ai le bonheur de pouvoir choisir mes projets de recherche. Et je suis en train de développer une coopération avec l'Amérique centrale. Pour l'Amérique centrale, a des États qui sont très concernés par le domaine maritime, par le droit de la mer, mais avec très peu de compétences. Donc, nous sommes en train de développer des projets de recherche dans des programmes financés par les ministères et par les ambassades pour permettre à ces États et à les collègues juristes, économistes d'acquérir des compétences en la matière. Tout particulièrement, le Costa Rica est aujourd'hui un État clé en la matière. C'est le Costa Rica co-organisé à l'UNOC à Nice, mois de juin dernier, co-organisé avec la France, l'UNOC. Donc ça montre bien quand même l'implication du Costa Rica en la matière. Costa Rica, 90% de son territoire, c'est un territoire maritime qui avec deux façades, une façade atlantique, une façade pacifique. Et or, au Costa Rica, ben, il n'y a pas d'enseignement au droit de la mer, il y a pas de compétences finalement. Donc, mon projet actuellement, avec un certain nombre de collègues d'Amur, ben, c'est d'aider ces pays à développer des compétences, mais eux aussi ont beaucoup de choses à nous apprendre, parce qu'ils ont quand même des compétences dans le domaine, ils ont développé beaucoup de compétences dans le domaine de l'environnement, de manière générale. Donc, on a beaucoup à apprendre aussi d'eux. Donc, il y a des recherches communes qui sont menées. Donc, voilà un exemple de mes derniers projets de recherche. Voilà. J'aurais une question aussi pour Monsieur Guerre. Alors, ma question, ce serait donc concernant la compétitivité et la durabilité. Vous avez dit que ce seraient les deux objectifs. Et est-ce que le fait d'être en même temps compétitif et durable, ce serait un problème, quoi? Est-ce qu'il y a une tension entre les deux? Non, je ne crois pas. Je crois ils doivent aller ensemble. Mais encore une fois, ça dépend, c'est quoi être durable. Je vais prendre l'exemple de la pêche. J'ai travaillé 15 ans sur le dossier. La pêche durable, je ne sais pas ce que c'est. Je sais comment on le définit. Il y a plein de paramètres. Alors, il y a les quotas de pêche. On peut se dire, bon, on est durable parce qu'on n'a pas surpêché par rapport aux recommandations scientifiques. C'est un paramètre. Mais après, il y a aussi l'impact qu'on peut avoir sur les fonds marins, les captures de poissons, de petits poissons ou d'espèces protégées. Vous pouvez avoir un engin de pêche qui va pas affecter le fond marin, mais qui va attraper des poissons qu'il n'est pas censé attraper. Et vous pouvez avoir l'inverse, un truc qui va complètement endommager le fond marin, mais qui va être très sélectif. Donc, où est-ce qu'on met le curseur ici? Et donc, en fait, la durabilité, c'est constamment de l'arbitrage. Mais pour faire un bon arbitrage politique, et j'insiste sur le mot politique parce que c'est quelque chose qui doit être dans la responsabilité politique, eh bien, il faut avoir la connaissance scientifique nécessaire. Bon, la politique commune de la pêche le dit très clairement, il faut s'appuyer sur les meilleurs avis scientifiques disponibles. Donc, si on n'a pas de bonnes connaissances et de bonnes capacités de quantifier le problème, on prendra des mauvaises décisions. Après, la question elle-même de la compétitivité, ça dépend comment on le voit. Si on voit la durabilité comme juste imposer des contraintes je sais quoi, de réduction d'émissions, je ne sais quoi, sans comprendre que c'est une transition et et que les acteurs en question vont devoir s'y adapter, et surtout en se disant, bah, on va le faire dans notre coin et tant pis si le reste du monde ne le fait pas, là on va à l'échec. Mais si on se dit qu'on a un plan bien coordonné et que aujourd'hui on se donne la possibilité de répondre à ces questions aussi par du développement technologique. Dans mon domaine, c'est ce qu'on fait. On investit dans les bateaux verts. Aujourd'hui, plus personne ne va vous parler du bateau dégueulasse du passé. Tout le monde investit pour le bateau vert, le bateau hybride électrique, le bateau avec les nouveaux carburants. Euh, donc, c'est comme ça que l'Union européenne veut le prendre. Une source de business de la green tech, ou clean tech, comme ils appellent ça, mais qui ne fonctionnera que si on a la capacité industrielle qui va derrière, parce que ce n'est pas juste innover comme ça, complètement dématérialisé, c'est aussi avoir une capacité de produire des choses à l'échelle. Nous, c'est comme ça, en tout cas, que le secteur que je représente se positionne.
de faire de la durabilité une opportunité de compétitivité. Mais ça implique d'avoir voilà, quelque chose de progressif, un cap. Et j'espère vraiment que le Oceans Pact pourra devenir ça pour le maritime, une feuille de route qui va engager chacun à son niveau et, dans le cas des entreprises, aussi à enclencher des investissements. Parce que tout ça, ça repose sur la confiance. Et pour moi, la base de la politique, c'est de créer la confiance dans la société et dans l'économie. Donc, quand ces conditions sont remplies, on a un environnement favorable. Est-ce que ça prend des réactions dans la salle? Il y a quand même une question. Oui, moi, j'ai une question. Est-ce que, il me semble que les deux interprétations de Mac et de Vincent Guerre, non, adressaient quelque chose qui sont en relation des possibilités de l'Union européenne d'entrer dans des domaines et de jouer un rôle qui est plus important qu'à l'heure passée et les obstacles qu'on devrait franchir en priorité. Voilà, je pense que ce qui est en train de se passer, c'est que l'environnement international dans lequel l'Union européenne a été créée a changé de façon fondamentale. L'objectif qu'on avait initialement, c'était de faire la paix entre l'Allemagne et la France, a été atteinte. Maintenant, on se trouve dans une situation dans laquelle on a besoin, par exemple, d'être plus fort qu'un passé. Mais en même temps, c'est une opportunité de jouer un rôle important. Mais il faut se donner les moyens, les stratégies qui permettent d'exploiter ceux qui sont les forces de l'Union européenne. L'une des principales, c'est la capacité d'innovation qui a fait que la productivité de l'Union européenne est en train de baisser relativement aux États-Unis, par exemple, sont continue. Comment est-ce qu'on va sortir de tout ça? Un problème. Oui. Alors l'innovation, ça c'est un terme clé, effectivement. Et le pacte pour l'océan l'évoque de nombreuses reprises. De nombreux domaines, la Commission insiste sur l'innovation, pour rester d'innovation, de nécessité d'innover dans tous les domaines. On parlait de pêche, de défense. Ça, c'est essentiel. Ça, c'est soutien, c'est tout. Et là encore, ben, il se demande des financements. Il faut que les États soient prêts à mettre des financements. Ça, c'est un point essentiel pour l'Union européenne. Euh, il y a aussi un autre point, c'est le domaine de la défense. L'Union européenne, les États doivent se renforcer, mais l'Union européenne, il n'y a pas de défense européenne. On sait que le domaine de la défense, c'est un domaine où est privilégiée la coopération intergouvernementale. Donc là aussi, je crois qu'on peut vraiment progresser. Dans le pacte de l'océan l'évoque aussi. Une défense, on est loin d'une défense commune, mais les États doivent coopérer davantage. On voit bien que pour s'en sortir, il faut être 27, hein, il ne faut pas être tout seul face aux forces de présence au niveau international. Ça, c'est un point essentiel aussi qui peut permettre à l'Union européenne de sortir. Super, vous avez quelque chose à ajouter? Je dirais il faut aussi bien avoir conscience de ce qu'est la construction européenne et de ce que ça permet et permet pas. Moi, j'aurais tendance à croire qu'on est une sorte de grande réunion de copropriétaires. Donc, voilà, comme dans un immeuble avec différents appartements privatifs. Vous avez les copropriétaires qui sont à la réunion annuelle où ils doivent voter le budget, ils doivent examiner les travaux à faire. Alors, ils ont un syndic pour les aider là-dedans, comme la Commission européenne. Donc, le syndic va alerter, va dire on devrait faire des travaux. Il y a des fuites dans la cave, il y a des fuites au grenier. Voilà combien ça va coûter. Et à la fin, c'est toujours la même chose. C'est trop cher, on fera les travaux l'année prochaine, on va faire d'autres études, on va attendre. Ça. Et puis chacun va repeindre son petit appartement dans son coin en croyant que ça va le sauver. Et puis ça revient l'année prochaine. Et puis le syndic alerte encore. Et puis on critique le syndic parce qu'il y a des choses qu'on n'aime pas entendre. Donc c'est un peu des choses que je vois se passer de plus en plus. Il faut attendre vraiment la bonne grosse crise pour qu'on réagisse. Alors on l'a eu avec la pandémie, on l'a eu avec la guerre en Ukraine, on l'a eu avec la crise financière il y a 15 ans. Et c'est quand même assez dramatique d'en arriver là parce qu'on n'anticipe pas. Alors qu'aujourd'hui, je veux dire, on devrait avoir conscience
qu'à 27, on s'en sortira beaucoup plus simple, sinon le bâtiment va s'effondrer. Mais c'est ça qui m'inquiète. Est-ce qu'on doit vraiment attendre une grosse crise quasiment vitale pour vraiment se prendre en main et passer l'étape d'après dans l'intégration européenne? Et ici, il ne s'agit pas parce que j'entends toutes sortes de choses, des gens qui disent oui, c'est l'Europe européiste qui va gouverner tout. Ce n'est pas du tout ça. C'est comment est-ce qu'on est plus efficace et comment on pèse davantage comme une union, là où c'est pertinent, que comme une fragmentation de 27 intérêts qui juste passent leur temps à se focaliser sur leurs différences. Mais on sait aussi que l'Union a souvent progressé à l'occasion des crises et grâce aux crises. Hein. Donc, mais c'est un peu dommageable parce que on attend le moment de la crise et on est le dos au mur et on doit bouger. On a bien vu dans beaucoup de domaines, en sécurité politique, Ouais. combien de pollutions majeures pour agir, et c'est le cas dans bien d'autres domaines. Peut-être que ça a bien fait. Oui, moi je voulais savoir, est-ce que les États, justement, par rapport aux copropriétaires, moi, je partage tout à fait ce point de vue de la copropriété, est-ce que les États respectent les quotas de pêche? Alors, ça dépend. Je dirais plutôt, est-ce que les pêcheurs respectent les quotas de pêche? Parce que l'État, il a comme boulot justement de faire respecter le quota et d'avoir un système de contrôle pertinent. Alors, est-ce que le système de contrôle est en place? Il y a eu beaucoup de cas lorsque je travaillais à la commission où on avait dû lancer des procédures contre certains pays qui n'avaient pas des systèmes de contrôle fiables. Les quotas, bon, les pêcheurs, il y a plein de types de pêcheurs. Il y a des pêcheurs qui vont être équipés de tas de systèmes de caméras et autres qui vont faire les choses bien. Puis il y aura plein d'autres pêcheurs qui vont faire ça de façon plus artisanale, on va dire, et qui vont passer entre les mailles du filet. Donc c'est une question ici purement d'enforcement, hein, comme on dit en anglais. Donc dans l'ensemble, j'ai jamais entendu que c'était une violation généralisée. Mais oui, la fraude existe dans la pêche. Oui, il y a une obligation quand même de respect. On sait que la France a été condamnée fortement. Il y a après, bon, on connaît un peu le monde de la pêche, on sait que voilà, tout n'est pas forcément complètement transparent. Il y a quand même de plus en plus de contrôles. Il y a un règlement de contrôle qui a été adopté il y a pas si longtemps que ça, et qui est quand même qui contraint véritablement quand même les pêcheurs, avec hein, la mise en place de caméras embarquées, etc. Donc, dire qu'il n'y a plus de fraude et que les quotas sont complètement respectés, bon, je pense qu'il ne faut pas être complètement naïf. Mais il y a quand même une politique de contrôle très stricte et voilà. Non. Non, c'est plus. A pas mal parlé de durabilité pendant la conférence et c'est vrai que quand on regarde le premier mandat de von der Leyen, la commission qui était vraiment orientée vers le Green Deal, et puis là ce second mandat où les priorités sont plus côté souveraineté, économie, sécurité et compétitivité, ça amène aussi à se poser des questions. On parle de crise et de moments majeurs. On peut dire qu'on a peut-être un peu loupé la transition industrielle à l'échelle européenne. Enfin, qu'est-ce qu'il en est de la transition écologique? Parce qu'on parle aujourd'hui beaucoup de solutions à travers la technologie verte, etc. Et est-ce que vous pensez que c'est la seule façon en fait, de parler aux États membres qui cherchent que ce profit dans son appartement, si on reprend encore l'image? Quand est-ce qu'on va ouvrir les yeux sur l'impact et la grandeur de cette crise? Quand je vois là, la 7e limite sanitaire qui a été atteinte, qui concerne directement les océans, la certification des océans. Est-ce que vous faites optimiste ou est-ce que il vaut mieux aussi fermer les yeux, quoi? Ouais, je crois quand même que l'Union européenne est parmi les plus lucides du monde sur l'urgence de régler cette crise. Je veux dire, le Green Deal, je veux dire, il n'y a pas beaucoup d'exemples comme ça dans le monde. Et ce n'est pas uniquement la Commission européenne, hein, le Green Deal, ça a été voulu aussi par les États membres. Enfin, ça a été au moins tacitement accepté. Donc, c'est aussi pour ça, c'est toujours assez intéressant d'entendre les États membres après critiquer la Commission pour quelque chose qu'ils ont approuvé. Donc, bon. Maintenant, la question, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est on fixe ces objectifs, on crée un consensus politique autour d'eux, mais après, est-ce qu'on a les moyens de les atteindre? Je donnais l'exemple des carburants alternatifs dans le transport maritime tout à l'heure.
très bien. Moi, les chantiers navals que je représente, ils peuvent fabriquer des bateaux qui fonctionnent avec n'importe quelle technologie, hein, avec du méthanol, de l'ammoniac, du nucléaire, tout ce que vous voulez, des choses qui peuvent être largement décarbonées. Mais, problème, ça coûte très cher. Euh, le carburant lui-même n'est pas disponible. Voilà, vous ne pouvez pas aller faire le plein comme vous voulez. La chaîne d'approvisionnement n'existe pas. Et puis les infrastructures non plus. Donc, c'est pas juste la transition climatique, elle se fait pas en claquant des doigts, elle se fait en modifiant la structure de notre économie, en investissant dans de nouvelles choses, dans de nouveaux types de carburants, dans de nouveaux types d'industries. Et l'industrie, ça requiert beaucoup de capital, ça coûte très cher. C'est pas comme l'économie de service, c'est pas comme la start-up. Il faut mettre beaucoup d'argent, il faut prendre beaucoup de risques. Les investisseurs voient surtout que bon, ça n'a pas l'air très rentable. Et puis aussi, typiquement, il y a des questions dans l'opinion. On n'a pas forcément envie d'avoir une usine dans son voisinage. Et puis les jeunes n'ont pas forcément envie d'aller travailler à l'usine, ils préfèrent aller à l'université. Donc c'est aussi toute une série de conceptions qu'on se fait de l'économie. Parce qu'aujourd'hui, un chantier naval, par exemple, son principal problème, ce n'est pas l'infrastructure, ce n'est pas la technologie, c'est le recrutement de personnes pour travailler dans le chantier. Ah, mais les jeunes, ils ne veulent pas venir travailler, donc on ne peut pas fabriquer les bateaux verts. Par contre, en Chine, il n'y a pas de problème, là, ça va comme ils veulent. Et l'accès au financement, c'est la même chose. Après la crise financière, 2009-2010, les banques sont largement parties du financement maritime, parce que le maritime, c'était perçu comme risqué, comme c'est une petite niche. Et puis les banques chinoises ont pris le relais. Donc aujourd'hui, ils contrôlent les investissements. Je crois qu'il faut être, on peut être critique vis-à-vis de l'Union européenne et dire qu'il est temps d'ouvrir les yeux, mais c'est vrai que quand même l'Union européenne, au niveau mondial, c'est quand même, elle fait quand même des choses que ne font pas les autres ou qu'ont renoncé à faire les autres. Donc il faut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. On peut toujours faire mieux, il faut être critique, mais l'Union européenne, elle ne peut pas non plus aller plus vite que ne le souhaitent les États membres. C'est ça le problème. L'Union européenne, ce sont les États. J'avais une question par rapport à l'armée, par rapport au militaire. Je veux savoir s'il y a l'idée d'un commandement intégré au niveau maritime européen, ou alors si on continue d'être dépendant de l'OTAN, s'il y a, je sais pas, une idée de produire des bateaux européens, qui seraient des sous-marins nucléaires peut-être, ou des frégates, ou alors si on laisse les États dicter leurs lois, comme par exemple la France qui fait des accords avec l'Inde, sans peut-être en parler avec l'Union européenne, peut-être que d'autres États seraient contre. Voilà, j'aimerais dans Non, l'idée. L'Union européenne est encore un nain, il faut bien le reconnaître. Il y a des actions communes qui sont menées, mais dans le cadre du TE, donc dans le cadre intergouvernemental, avec par exemple les opérations Atalanta pour lutter contre la piraterie en mer Rouge, ou certaines actions menées en Afrique, large Afrique, pour lutter contre le brigadage, la piraterie. Mais là, ce sont donc des forces nationales qui sont mis sous le commandement d'un état-major européen, mais ce sont des navires, français, des navires. Donc, c'est pas, il n'y a pas, alors, il n'y a pas de pavillon européen, enfin, il y a un pavillon européen, mais il n'y a pas de pavillon européen, on ne peut pas immatriculer un navire sous pavillon européen, ça n'est pas possible. Donc, il faudrait déjà commencer par là. Il y a une quinzaine d'années, on en parlait, le pavillon européen, puis c'est tombé à l'eau. La commission qui était très proactive en la matière, s'est tombée parce qu'il y avait tellement de freins de la part des États membres. Les États sont très frileux de ce point de vue et veulent vraiment garder leur souveraineté en la matière dans le domaine de l'industrie de la défense pour l'instant. Il y a des coopérations qui existent, mais des coopérations plutôt bilatérales, notamment avec le Royaume-Uni, donc qui n'est plus dans l'Union européenne. Donc, alors, c'est vrai que compte tenu des développements, notamment des positions américaines vis-à-vis de l'OTAN, alors l'Union européenne est quand même à inciter, les États membres de l'Union européenne sont quand même incités à coopérer davantage et à investir dans leur défense et peut-être dans une défense européenne. Je crois qu'on est encore loin d'un sous-marin européen. Alors, sur cette question, il y a deux choses, hein, il y a deux aspects. Il y a déjà la question de l'usage de la défense, hein, de la force, hein, comme instrument de politique. Ça reste un pouvoir souverain. Alors, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, c'est comme ça que l'Union
construite et ça impliquerait, disons, si ça devait être européanisé, un changement en profondeur de ce qu'est l'Union européenne et en termes de contrôle démocratique aussi sur la force armée. Donc la structure actuelle de l'Union européenne n'est pas adaptée à l'intégration de cette dimension. Je ne dis pas qu'on ne doit pas essayer, qu'on ne doit pas viser d'aller à là d'ici quelques années. Après, il y a la question de la défense. Alors, on entend souvent la question, oui, il faut un avion unique européen, une frégate unique européenne, le tank unique européen. Alors, peut-être sur certains aspects, c'est pertinent. Moi, dans mon domaine, le naval, ce n'est absolument pas pertinent parce que le client, c'est la marine d'un État. Et chaque marine, elle va avoir un besoin qui est dépendant en fait, de ses contraintes opérationnelles, de ce qu'est la politique militaire du pays concerné. Et donc une marine qui va avoir des missions dans l'Arctique sera différente d'une en Méditerranée. Donc ce sont des choix souverains de chaque pays. Donc l'industrie doit s'adapter à ça. Alors on travaille pas du tout sur l'optique d'avoir un modèle standardisé qui n'aurait pas de sens, mais plutôt sur des briques technologiques. Donc en gros, plutôt que d'avoir un Playmobil en quelque sorte qui est tout prêt à l'usage, on va avoir des Lego. Donc on va avoir différentes briques, différents systèmes d'armes qu'on va pouvoir combiner sur une plateforme qui peut être commune en fonction des besoins de la marine concernée. Donc c'est sur cette base que travaille l'industrie. Et moi, mon organisation anime ça beaucoup. On a un groupe spécial sur le naval de défense où des gens travaillent sur des projets de recherche-développement en commun, sur ce que devraient être les briques basiques de l'industrie de défense. Mais c'est aujourd'hui ça qui est réaliste, en tout cas dans les projections opérationnelles des marines. Une question pour M. Guerre. En fait, je voulais savoir si son secteur travaillait justement sur la question aussi de la destruction et du recyclage des bateaux, puisqu'on sait que beaucoup de bateaux sont détruits en Asie et ensuite on vient un peu à des cimetières où les bateaux traversaient à l'abandon en plein océan. Ouais, merci beaucoup pour la question. C'est un des sujets qui nous occupe beaucoup en ce moment. Alors, c'est pas le cœur du business de mon organisation. On est plutôt construction navale et réparation, maintenance. Mais on voit bien que c'est un domaine qui émerge. Et il y a eu pas mal de développement cette année. Il y a eu une convention internationale qui est entrée en vigueur au mois de juin, la convention de Hong Kong, qui impose des standards pour le démantèlement des bateaux. Et tous les pays, disons, connus pour le démantèlement pas très propre, donc en Asie du Sud notamment, ont signé ça. Donc ils se sont engagés. Donc il y a des standards très très clairs. Et normalement, ce qu'on voit maintenant des plages dégueulasses, ça devrait finir. Alors l'Union européenne a son propre règlement aussi, où en fait elle certifie des sites donc qui sont homologués pour leur haut niveau de performance environnementale dans ces pratiques-là. Alors, là où c'est intéressant, c'est que c'est en termes d'économie circulaire. C'est certes dans la réduction de l'impact de la destruction, mais aussi dans la réutilisation des matériaux. L'acier, l'aluminium qu'on va pouvoir récupérer, qu'on va pouvoir remettre en circulation, pouvoir économiser certains coûts. La circularité, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental maintenant dans la construction navale. On essaie d'être compétitif sur ça, sur comment est-ce qu'on optimise chaque aspect de la vie d'un bateau. Et pour le coup, du coup, de la mort aussi du bateau. Donc, on est sur des modèles maintenant de cycle de vie où on va faire un design vraiment du tout début, là, quand on va faire le plan du bateau, il va être conçu déjà avec son démantèlement en tête. Et il y aura toute une série d'étapes dans la vie du bateau, de maintenance, d'optimisation, jusqu'au démantèlement. Et on parlait tout à l'heure de comment est-ce qu'on peut retrouver de la compétitivité en Europe. Là-dessus, on a un modèle qui peut être extrêmement compétitif. On peut donner à un armateur de la prévisibilité sur le cycle de vie complet du bateau, sur 20-25 ans, ce que possiblement les Chinois ne pourront pas faire parce qu'ils vont être davantage dans des grands volumes et produire en masse des bateaux sans venir sur cet aspect qualité. Donc c'est un sujet que je crois être fondamental et sur lequel l'Union européenne a une carte à jouer en facilitant l'innovation, en mettant des financements appropriés et en faisant en sorte que les investisseurs aussi puissent y trouver un intérêt. Monsieur Guerre, on va voir, est-ce qu'il y a une dernière question? C'est plutôt au niveau de la diplomatie et de régler les conflits en mer et en océan. Comment est-ce que, concrètement, on pense à l'horizon 2030-2040 régler les conflits qui en mer entre la Grèce et la Turquie, ou encore les conflits dans la Manche entre le Royaume-Uni et la France au niveau de la pêche, peut-être Madame. Oui, là au niveau
Alors, bon, les conflits sont très différents, hein. C'est entre le conflit de la mer de Chine et puis le conflit entre les Français et les Anglais. Ah, la mer Égée. Ah oui, je dirais c'est Turquie. C'est différent. Alors, les conflits gréco-turcs, c'est un conflit ancestral, mais dans le temps, je ne sais pas si on aura pu le résoudre. Concernant la pêche, pour l'accord sur le Brexit a fixé des règles. Euh, la- L'accord qui doit être revu en 2026, qui permet donc aux pêcheurs européens d'accéder à la zone économique britannique maintenant, cet accord a été reconduit. Mais les, il y a quand même des tensions actuellement, malgré la reconduction de cet accord, parce que ce qui se passe, c'est que les Anglais utilisent l'arme environnementale pour évincer les pêcheurs européens en créant des aires marines protégées dans les zones où les pêcheurs européens avaient l'habitude de pêcher. Donc actuellement, les pêcheurs français ne sont pas du tout satisfaits de la reconduction de cet accord en disant, mais finalement, l'accord est reconduit, mais par un autre biais, on est quand même évincé par la mise en place des aires marines protégées. Donc, il y a des tensions, des discussions sont en cours actuellement, mais c'est difficile, d'autant plus que les Anglais, ils ont un peu le bon rôle, hein, parce qu'on ne peut pas aller contre, on peut difficilement aller contre la protection des zones maritimes avec des aires marines protégées. Donc, comment régler le conflit? Si j'avais la solution, je pense que d'autres l'auraient eu avant moi. Mais toutes les questions de négociation. Enfin, avec les Anglais, on continue à négocier, on continuera à négocier. Et bon, c'est vrai que le Brexit a fait beaucoup de mal à la pêche française, notamment en Bretagne, hein, avec 40% quand même de perte des zones de pêche. Donc, c'est difficile à avaler, la reconversion est nécessaire. Les conflits sont là, mais on arrivera bien à discuter avec les Anglais, enfin, un jour ou l'autre. Je dirais ce ne sont pas réellement des conflits, ce sont des tensions, hein, comme a dit Mme Kudenek. Donc, c'est des choses qui doivent être traitées politiquement. Et voilà, on a les Je suis instances en place pour ça. Mais je vais vous donner un petit exemple aussi, parce qu'il y a, en fait, la cohérence politique est très importante là-dedans pour pouvoir traiter ces tensions-là de façon cohérente. Il y a une dizaine d'années, lorsque je travaillais encore au Parlement européen, on avait un cas. Donc l'Union européenne a un instrument très solide de lutte contre la pêche illégale au niveau international. Donc, lorsqu'il y a un cas de pêche illégale dans un pays tiers, elle peut activer un système de carton jaune et de carton rouge. En fait, s'il y a le avertissement et carton rouge, c'est les exportations du pays concerné sont interdites dans le marché européen, pour résumer. Et donc, en 2014, il y avait, ça allait se faire avec les Philippines, je crois, si je me souviens bien, ou en tout cas un pays de cette zone qui n'avait tolérait la pêche illégale. Donc, l'Union européenne était prête à sortir le bazooka. Et puis, on se rend compte que exactement en même temps, nos collègues du comité parlementaire du commerce international allaient voter pour l'approbation d'un accord commercial avec les Philippines, qui allait permettre les importations de produits philippins à des taux avantageux. Et là, on avait deux mondes non coordonnés, y compris à la Commission européenne, parce que les services concernés ne s'étaient pas parlé. On allait interdire les importations de produits philippins de la pêche, et puis on allait rouvrir en grand les portes sur à peu près tout le reste. Donc la cohérence politique était zéro. Et donc c'est ce genre de choses qui en fait affectent grandement la capacité de négociation de l'Union européenne au niveau international. La fragmentation, la faiblesse récurrente des processus de coordination interne et ajouter à ça aussi des positions variables des États membres. Voilà. Donc s'il y a des pistes à creuser, c'est sur ça. Comment est-ce qu'on essaye d'avoir des instruments politiques qui vont davantage synchroniser. Et donc peut-être que le pacte pour les océans sera un moyen de se faire.